Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, tu as regardé le match? J'ai regardé le match. On ne peut pas commencer sans parler du match. Bien sûr, oui, j'ai regardé le match. Et une fois encore, les Ivoiriens ont déjoué les pronostics puisqu'ils l'ont remporté au tir au but. Ouais. J'avoue que je n'ai pas suivi jusqu'à la fin. J'ai suivi jusqu'à la 65e minute. Après, pour moi, je pensais que le match était plié, donc je suis allé. Je suis passé à autre chose. C'est lorsque j'ai entendu des cris et tout ça, là, des cris un peu plus intenses, que je me suis dit, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, quand j'arrive, je constate que les Ivoiriens avaient égalisé. Et voilà quoi. Après la suite, on la connaît. Ils sont allés au tir au but. Et tu sais, dans ce genre de match-là, c'est souvent celui qui a le plus envie qui passe quoi. Vraiment, les Ivoiriens ont montré qu'ils n'étaient pas les meilleurs. Mais c'était eux qui voulaient, plus que les Sénégalais, passer ce tour-là. Je crois que le 4-0 du tour précédent a été un véritable électrochoc. Et puis, le sélectionneur ivoirien avait dit que le truc était simple, c'est travailler les esprits. Le sélectionneur ivoirien l'a viré? Non, Jean-Luc Gasset, enfin l'assistant. Je pense que l'assistant, il a fait un travail beaucoup plus psychologique que tactique. Je pense qu'il a dû galvaniser son équipe en disant que de toutes les façons, on n'a plus rien à perdre. Avec le 4-0, nous sommes déjà tombés bien bas. Et donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de remonter. Tu vois, non? Donc, quand vous avez déjà touché le fond, eh ben, ne vous découragez pas parce que l'avantage, c'est que vous ne pouvez pas aller plus bas. Ouais, tout ce que vous avez à faire, c'est remonter. Voilà. Donc, je pense que c'est ce type de discours-là qui leur a tenu. Et puis, les gars, ils ont compris, quoi. Après la gifle de la 5e minute où ils encaissent ce premier but-là rapidement, ben, nous, on se disait que le match était plié, que le Sénégal allait passer à la vitesse supérieure. Malheureusement, pour les Sénégalais et heureusement pour les Ivoiriens, ces derniers ont su rapidement se reprendre en main, rapidement maîtriser le milieu de terrain. Et à partir de là, ben, c'était compliqué. Hein. Surtout que le Sénégal avait une très très bonne défense, une très bonne organisation défensive. Donc moi, je me disais, jusqu'à la 65e minute, je n'ai pas vu un seul tir ivoirien contre le portier sénégalais. Il n'y avait pas un seul tir. Donc moi, je me disais que ce double rideau-là devait tenir jusqu'à la fin du match, quoi. Et puis bon, vous savez, comme je l'ai dit, hein, c'est à l'envie. C'est celui qui le veut. On force, on essaye à gauche, ça ne marche pas. On repart à droite, ça ne marche pas. On revient par le centre. Si ça ne passe toujours pas, on repart à gauche, on repart à droite, etc. Et puis, paf, un peu comme la Guinée face à la Guinée équatoriale, ben, c'est les Guinéens, la Guinée-Conakry, ils ont poussé, ils étaient dominés par les Équato-Guinéens, mais ils n'ont pas lâché, un peu lorsque ils ont eu le même état d'esprit face au Cameroun, en infériorité numérique, ils n'ont pas lâché, ils ont dit ils ne vont pas perdre le match, et ils s'en sont tirés avec un match nul. Donc c'est vraiment aussi l'autre grande leçon de cette CAN-là, c'est-à-dire que vous avez beau avoir les meilleurs joueurs, parce que pour moi, sur le papier, le Sénégal, c'est la meilleure équipe de cette CAN. Et le terrain a donné autre chose. Voilà, ça ne suffit pas. Il faut maintenant d'autres facteurs qui ne sont pas des facteurs techniques, qui ne sont pas des facteurs liés au physique, mais ce sont des facteurs qui sont liés au mental. Ouais. Voilà, qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment l'emporter? Est-ce qu'on veut mourir ensemble? Est-ce qu'on veut tout donner ensemble? Et c'est ce que les Ivoiriens ont fait. Et je pense qu'avec cette qualification-là pour les quarts de finale, on ne va plus parler de la défaite de 4-0 face à la Guinée équatoriale. Quoi. D'accord. Jean-Paul, l'actualité internationale nous emmène où? On va toujours au Proche-Orient, hein, où la situation sécuritaire de manière globale ne cesse de se dégrader. Dimanche, il y a eu un attentat contre une base américaine en Jordanie, à la frontière avec l'Irak, qui a fait 3 morts. C'est une attaque de drone perpétrée par une organisation selon le centre de commandement américain. C'est une attaque qui a été perpétrée par un groupe militaire proche de l'Iran. Alors, dans le même temps, on sait aussi que les combats sont actuellement en cours, notamment entre Tsahal, donc l'armée israélienne, et le Hezbollah, donc l'organisation politico-militaire libanaise pro-iranienne. Et on sait aussi que dans le même temps, sur la mer Rouge,
on a aussi des attaques de drones et de missiles contre des navires qui empruntent ce corridor-là pour passer pour atteindre la mer Méditerranée via le canal de Suez, ou bien qui veulent aller approvisionner les ports israéliens. Alors, selon les rebelles Houthis, eux, ils s'en prennent principalement à deux types de navires. Ils s'en prennent aux navires qui vont déposer des marchandises, qui ont des cargaisons à destination d'Israël, ou des navires qui appartiennent à des pays qui soutiennent Israël. Ça, c'est vraiment les deux cibles de navires. Et donc, cette situation a fait que, en dépit de la présence d'une coalition occidentale dans la région, qui comprend l'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Australie, le Japon, ça ne suffit pas, parce que les navires, ça n'empêche pas que des missiles passent. Dernièrement, c'est un navire pétrolier britannique qui a été touché par un missile, même si le bateau n'a pas coulé, mais les dégâts étaient quand même assez importants. Et il faut savoir que depuis la multiplication de ces attaques-là, des Houthis contre les navires dans la mer Rouge, le trafic dans cette zone-là a diminué de 60%. Et donc 60% de trafic, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, les marchandises vont mettre plus de temps à être acheminées, parce qu'on est obligé de contourner tout le continent africain. On ne passe plus par le canal de Suez. On fait le tour du continent africain, on passe par le Cap de Bonne-Espérance et on remonte. Ça, donc, ça veut dire qu'on perd 3 semaines supplémentaires. Qui dit 3 semaines supplémentaires dit 3 semaines de carburant, 3 semaines en termes de frais de salaire et tout ça. Et donc, ça a une répercussion, notamment sur les produits qui sont transportés. Donc, et ça, évidemment, les pays de la région, et notamment Israël, ils ressentent financièrement cet impact-là, même si ils sont soutenus en cela par les États-Unis qui vont, je suis sûr, décaisser des fonds pour permettre justement à la population israélienne de ne pas trop subir les effets liés à cette inflation-là provoquée par la crise sécuritaire dans la mer Rouge. Ça, c'est la première chose, c'est que les produits vont mettre plus de temps, d'accord, à être acheminés. Et puis, la deuxième chose, c'est que de moins en moins de navires vont passer par là. Et donc, de moins en moins de navires vont aussi accepter d'aller approvisionner Israël ou approvisionner les pays de la région. Encore la Jordanie et autres, ils peuvent passer par d'autres moyens, notamment des moyens terrestres. Mais pour Israël, c'est de plus en plus problématique. En dépit du fait que dans la mer Rouge, il y a, comme je l'ai dit, il y a 2 porte-avions américains, il y a 3 destroyers américains, donc il y a 5 navires, sans oublier les destroyers britanniques, français et autres. N'empêche que la situation dans la zone ne cesse de se dégrader. Et le pire, c'est que ce conflit-là va maintenant à l'intérieur. C'est vrai que les bases américaines en Irak avaient déjà fait l'objet d'attaques depuis le 7 octobre dernier, mais jamais ces attaques-là n'avaient causé la mort de soldats américains, comme ce fut le cas dimanche dernier en Jordanie. Et dans le même temps, on a des combats à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Dans le même temps, on a aussi les opérations qui continuent sur la bande de Gaza avec plus ou moins de succès, plus ou moins parce que véritablement les objectifs militaires de Tsahal, même s'ils disent qu'ils les ont atteints, d'un point de vue militaire, on ne les voit pas. Parce que dire qu'on va éradiquer le Hamas en utilisant simplement la voie militaire, c'est un objectif qui est tellement abstrait que véritablement on n'a pas les moyens de l'évaluer de manière objective. Or, en même temps aussi, d'un point de vue intérieur, Israël commence à faire face à une espèce de montée de contestation de Benjamin Netanyahou. Il y a eu des marches la semaine dernière pour demander sa démission, mais ce dernier, évidemment, ne va pas le faire parce qu'il faut bien comprendre les deux événements sont liés, c'est-à-dire qu'il veut absolument tenter de capitaliser d'un point de vue politique, sa défaite sécuritaire. Parce qu'il faut savoir que le discours sécuritaire, le discours politique de Netanyahou, c'est « moi, je vous apporte la sécurité » et oublier l'idée de création d'un État palestinien. Israël appartient aux Juifs et donc il n'y a rien à négocier. Et donc, de ce point de vue-là, avec les événements du 7 octobre dernier, on voit que la promesse n'a pas été tenue. Et donc, s'il perd en même temps son poste de Premier ministre, il perd l'immunité qui va avec, même s'il avait tenté de réformer la Constitution pour essayer de restreindre les pouvoirs
de la Cour suprême, essayer de la dépouiller et donner donner plus de pouvoir aux politiques par rapport au judiciaire, même si cette première tentative a été un échec, mais il a toujours cette idée de modifier la Constitution, limiter les pouvoirs limiter les pouvoirs de la Cour suprême pour espérer éviter, en cas d'arrêt de sa carrière politique, éviter au moins la case prison. Donc, il a cette épée de Damoclès sur la tête. Et donc, je ne pense pas que tant qu'il a un discours qui vise à essayer de dire qu'on a un ennemi qui est le Hamas et qu'on va essayer de le détruire, il ne faut pas aussi oublier que le Hamas a pu avoir l'influence qu'elle a grâce à Israël. Il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'il y a eu les accords d'Oslo, lorsque Benjamin Netanyahu arrive au pouvoir en 1999, son objectif, c'est d'affaiblir le Fatah. Et donc, pour ça, il va donc aider le Cheikh Yassim, qui est le fondateur du Hamas. Il va lui donner les moyens, indirectement, pour que le Hamas puisse contrebalancer l'influence du Fatah dans la bande de Gaza. Et donc, 30 ans plus tard, ça lui rejaillit un peu au visage. Donc, ce sont aussi toutes ces réalités-là qu'on lui rappelle. Mais ce qui est d'autant plus problématique, c'est surtout les États-Unis. On voit que les États-Unis n'ont plus la main dans cette région. On voit qu'aussi, en dépit de la puissance militaire qui est la sienne, en dépit de l'importance du dispositif militaire américain qui est dans cette région-là, ils ont des bases en Irak, en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Égypte, en Israël. Malgré tous ces dispositifs-là, malgré les sommes colossales que les Américains dépensent en matière de défense, en matière militaire, eh bien, on voit que dans la région, ils n'ont plus cette influence. Surtout, ils ont aussi perdu en influence politique. Il faut savoir que la plupart des pays de la région étaient des alliés des États-Unis. L'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, même le Yémen à une époque. Et petit à petit, soit les leaders politiques de ces pays-là ont tellement perdu en légitimité que les opinions publiques ne veulent plus entendre parler d'une alliance avec les Américains. Et donc, ces pays-là commencent petit à petit à tourner le dos. C'est le cas en Irak, où on voit que depuis le départ du Premier ministre al-Maliki, eh ben, le nouveau pouvoir irakien est de moins en moins pro-américain. La même chose en Jordanie, où le roi Abdallah a toujours été un proche allié des Américains, mais étant donné la situation actuelle dans la bande de Gaza, il est en train de lever le pied. Et même s'il ne s'oppose pas de manière frontale aux États-Unis, il a besoin des États-Unis parce que les États-Unis garantissent un peu la sécurité, et garantissent un peu la pérennité de ce régime monarchique-là, mais n'empêche que il est bien conscient qu'il ne peut plus lui apporter aux Américains le soutien indéfectible qu'il a toujours apporté auparavant. La même chose en Égypte. Abdel Fattah al-Sisi n'aime pas le Hamas. Le Hamas est proche des frères musulmans. Les frères musulmans sont les ennemis jurés des militaires. Et Fattah al-Sisi, c'est un ancien militaire. Donc, mais même si l'ennemi de mon ennemi est mon ami, en l'occurrence ici, il voit bien que, étant donné si tu veux, le poids que la cause palestinienne, cette cause panarabique a encore dans les opinions publiques des pays arabes, eh ben, là aussi, il est un peu coincé. Et donc, c'est ce qui fait que les Américains, aujourd'hui, ils n'ont plus l'influence politique qu'ils avaient et ils voient bien que même en dépit des dispositifs, des moyens militaires dont ils disposent, eh ben, ils n'ont pas la capacité de garantir la stabilité dans cette région-là. Et c'est ce que l'on est en train de voir. Donc, on a en ce moment même des théâtres d'opération en mer Rouge, à la frontière entre Israël et le Liban, des théâtres d'opération aussi à l'intérieur dans la bande de Gaza. Donc, tout ça fait que, et voire même ailleurs, en Jordanie et en Irak, donc tout ça fait que on assiste en direct à une véritable fragilisation de l'influence américaine, de la puissance américaine dans la région. Et ça, ce n'est véritablement pas de bon augure, puisque tout ça se produit à un moment où on est à quelques mois d'une élection présidentielle. Et pour ce qui concerne Donald Trump, parce qu'il faut savoir que la position de Donald Trump, elle est tranchée. C'est-à-dire que les États-Unis soutiennent absolument Israël. Israël fait comme il veut. Or, si Donald Trump arrive à la Maison-Blanche, cette posture-là même, à mon sens, serait politiquement intenable. Et donc, ce qui est sûr, c'est que ce soit avec Joe Biden
ou avec Donald Trump, les mois, voire l'année prochaine 2025, va voir de gros bouleversements. Maintenant, dans quel sens? Évidemment, ce ne sera pas très certainement dans le sens des intérêts américains, parce que la situation aujourd'hui ne cesse de se dégrader et les États-Unis ont de moins en moins la capacité et l'influence qu'ils avaient pour garantir la stabilité dans la région. Jean-Paul, est-ce que le Texas va faire sécession? Non, le Texas ne va pas faire sécession. Parce que tu sais que la guerre de sécession a été un véritable traumatisme américain et ce traumatisme perdure jusqu'aujourd'hui. Non, je ne pense pas que le Texas pourrait faire sécession. Mais par contre, pour certaines questions, il est clair qu'il faut savoir qu'il y a des questions sur lesquelles les lois de l'État ont prééminence sur les lois fédérales, notamment en matière d'immigration. Donc, quelles que soient toutes les jérémiades que Joe Biden pourrait faire, toutes les annonces, toutes les menaces qu'il pourrait faire sur la question de l'immigration, il n'a pas de pouvoir, il ne peut pas donner des instructions, il ne peut pas donner des injonctions au gouverneur du Texas qui, lui, reste le seul maître à bord pour ces questions-là. Donc, c'est ça la réalité. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.